Bonsoir et bienvenue au Journal du Soir sur Télé Liban. Le président américain Donald Trump, dans une déclaration après la mise en vigueur du cessez-le-feu entre Tel Aviv et Téhéran, s'est déclaré insatisfait de l'Iran et d'Israël. Les deux ont violé le cessez-le-feu, a souligné le président américain. Sur son site Social Truth, il a écrit « Israël, ne lâchez pas ces bombes. Si vous le faites, ce sera une violation majeure. Ramenez vos pilotes chez vous maintenant. » Il a ajouté « Israël doit se calmer, je verrai si je peux l'arrêter. » Par ailleurs, il a affirmé que les capacités nucléaires de l'Iran ont été détruites et que Téhéran ne reconstruira plus jamais son programme nucléaire. Ces affirmations de Donald Trump ont succédé à une acceptation par Israël et l'Iran d'un cessez-le-feu justement proposé par Donald Trump après 10 jours de guerre intense. Les deux ennemis ont revendiqué la victoire, mais la tension reste vive. Des frappes ont encore retenti, mettant à l'épreuve la fragile trêve. Après 11 jours de guerre, Israël affirme avoir atteint tous ses objectifs. Selon Tel Aviv, la menace nucléaire iranienne est éliminée et le pays a accepté un cessez-le-feu bilatéral proposé par Donald Trump. Selon un communiqué officiel, Israël a détruit les capitales balistiques et nucléaires de l'Iran. Mais sur le terrain, les frappes se sont poursuivies. 2 missiles auraient été tirés depuis l'Iran après l'annonce du cessez-le-feu, une information démentie par Téhéran. En réponse, le ministre israélien de la Défense a menacé de frapper le cœur du régime à Téhéran. À Bir Sabah, dans le sud d'Israël, un bâtiment a été touché. 4 personnes ont été tuées. En Iran, 9 personnes ont été tuées à Gilan. À Téhéran, une série d'explosions ont secoué la capitale. L'un des scientifiques liés au programme nucléaire a été tué. La guerre déclenchée par Israël contre l'Iran le 13 juin a fait au moins 610 morts et plus de 4700 blessés parmi la population civile, selon un nouveau bilan communiqué par le ministère de la Santé iranienne. Ce bilan ne recense que les victimes civiles, a souligné le porte-parole du ministère Hossein Kermanpour. Pour sa part, Donald Trump se félicite d'un cessez-le-feu complet et total. Il remercie même l'Iran de l'avoir prévu avant de viser la base américaine d'Al-Udeid, ce qui aurait permis d'éviter des pertes humaines. L'annonce du cessez-le-feu est saluée par la Chine, la Russie, l'Union européenne et l'Arabie saoudite. Mais la situation reste fragile. L'Agence internationale de l'énergie atomique déclare ne pas pouvoir évaluer les dégâts infligés aux installations nucléaires iraniennes. Téhéran affirme toujours posséder de l'uranium enrichi. Les autorités syriennes ont annoncé avoir arrêté 6 personnes impliquées dans l'attentat suicide attribué à l'État islamique contre une église orthodoxe à Damas qui a ravivé les inquiétudes des minorités dans le pays. 2 autres personnes impliquées ont été tuées selon cette même source. L'annonce de ces arrestations intervient quelques heures après que le président intérimaire syrien Ahmad Shara a promis de traduire en justice les personnes liées à cet attentat odieux qui a fait au moins 25 morts. Le ministère de l'Intérieur a déclaré que plusieurs criminels impliqués dans l'attaque contre l'église Saint-Élie avaient été arrêtés. Des ceintures d'explosifs, des mines prêtes à être déclenchées et un moto piégé ont été saisis dans une cache lors d'une opération de sécurité ciblant des cellules de l'organisation terroriste Daesh dans la région de Damas, selon le ministère. Ces opérations ont donné lieu à des affrontements au cours desquels le chef de la cellule et 5 membres ont été arrêtés, tandis que 2 autres ont été tués. L'un était le principal planificateur de l'entrée de kamikazes dans l'église, l'autre préparait également une attaque terroriste dans un quartier de la capitale, a ajouté le ministère. D'après les autorités, un assaillant du groupe djihadiste État islamique a fait éruption dimanche dans l'église Saint-Élie du quartier Douela et a tiré sur les fidèles avant d'activer sa ceinture d'explosifs. Le groupe État islamique n'a pas revendiqué l'attentat contre l'église orthodoxe.
Le Premier ministre Nawaf Salam a effectué une visite officielle à Qatar à la tête d'une délégation ministérielle. Les discussions ont porté sur les domaines de coopération bilatérale et sur les moyens de soutenir le Liban et sa stabilité, en particulier dans le domaine de l'énergie. Les deux parties ont condamné les violations par Israël de la souveraineté libanaise et discuté de l'évolution des relations libano-syriennes. Le Premier ministre qatari, Sheikh Mohammed bin Abdelrahman Al-Thani, a condamné le bombardement de la base américaine d'Al-Udaid et les attaques israéliennes contre l'Iran. Nous voulons un accord qui garantisse les intérêts de tous, y compris ceux de l'Iran, et une région sûre, exempte d'armes nucléaires, a-t-il insisté. Sur le terrain, une frappe israélienne a tué 3 personnes dans le sud. Un drone israélien a ciblé un véhicule sur la route de Kfar Dajjal à Nabatiyeh. L'attaque a provoqué un incendie et causé la mort de 3 personnes, selon un communiqué du Centre des opérations d'urgence du ministère de la Santé publique. L'une des cibles serait Haytham Bakri, présenté comme entretenant des liens financiers avec le Hezbollah. Par ailleurs, des drones israéliens ont survolé la région de Nabatiyeh depuis les premières heures de la journée, dans un contexte de tensions militaires persistantes à la frontière sud. L'armée israélienne avait déclaré avoir frappé des sites militaires appartenant au Hezbollah, contenant des lance-roquettes et des lance-missiles, ainsi que des installations de stockage d'armes au nord du fleuve Litani. Dans un registre totalement différent, c'est la fête de la musique à Gemmeizeh qui est célébrée avec un tout autre cachet. L'association de développement de Gemmeizeh a organisé un concert à Ashrafiyeh tenu pour la 23e année consécutive. À l'occasion de la fête de la musique, l'association de développement de Gemmeizeh a organisé un concert riche en performances artistiques variées et éclectiques, conjuguant l'art au passé comme au présent. Le président de l'association, Toufi Tasso, a réaffirmé l'engagement de l'ONG à poursuivre sa mission culturelle entamée il y a plus de 30 ans, soulignant que celle-ci s'active avec les autorités locales pour préserver l'identité historique de Gemmeizeh. Meshidia, vice-présidente de l'association, a salué l'esprit de résilience des habitants qui ont pu surmonter les obstacles et se relever, notamment après la double explosion du 4 août 2020 au port de Beyrouth. Pour sa part, le gouverneur de Beyrouth, Marwan Aboud, a exprimé ses craintes de voir les anciennes demeures de Gemmeizeh démolies et remplacées par des bâtiments modernes, au risque d'effacer l'identité culturelle et historique du quartier. Il a renouvelé l'engagement à opérer les travaux requis à Gemmeizeh dans un bref délai. L'événement s'est poursuivi avec des spectacles qui ont mêlé musique orientale et occidentale. Et toujours dans notre page culturelle, quand le théâtre bouscule les non-dits et qu'un simple « fallait pas le dire » devient un miroir acide de notre société. C'est dans l'amphithéâtre Samir Abil Lama de l'Alba que le public libanais découvre jusqu'au 27 juin une version toute particulière de la pièce « Fallait pas le dire », une comédie contemporaine signée Salomé Lelouch. Sur scène, 2 comédiens complices et percutants, Jacques Mokhbat et Myriam Ouatfa. Ensemble, ils donnent vie à un couple qui se dit tout ou presque. À travers une quinzaine de scènes tranchantes, absurdes ou tendres, ils nous font rire, grincer des dents et surtout réfléchir, avec un texte mordant qui aborde aussi bien le genre, la politique, que les petits travers du quotidien. Cette adaptation libanaise conserve toute l'ironie de l'original, tout en y ajoutant une touche bien de chez nous. Complètement refaite? Complètement? Beaucoup? On dirait pas. Arrête, on voit que ça. Ah ben, en tout cas, c'est bien fait alors. N'importe quoi. C'est une pièce que j'ai vue à Paris où il y avait, que j'ai beaucoup aimé, et qui consistait en un jeu entre un dialogue à l'intérieur d'un couple. Et ce sont plusieurs scénettes et chaque scène représente les problèmes du quotidien.
actuellement, ce sont des problèmes qui sont très vrais dans chaque culture, dans chaque population. Pour moi, le couple passe d'abord par la communication. Et puis, il y a plusieurs façons de communiquer. Il y a le langage verbal, le langage corporel, il y a les non-dits, il y a les yeux aussi qui parlent d'eux-mêmes. Parfois, il y a des sujets qu'il vaut mieux taire ou bien qu'il vaut mieux dire à un moment adéquat. Et c'est pour ça que je trouve que cette communication est tellement différente d'un couple à un autre et c'est très subjectif. Donc, chacun a son point de vue sur ce qu'il faut dire ou ne pas dire. Les deux personnages jouent ajoutent une certaine dynamique de jeu. Il y a toujours l'un qui est à l'opposé de l'autre dans le jeu, dans le mécanisme de la pièce. Chacun est l'opposé, chacun entame une certaine dialectique différente, et donc il y a un dialogue qui se fait excessivement intense parfois, et parfois qui se fait très complice. Et c'est ça qui est en même temps amusant et qui avance beaucoup de messages. Il y a beaucoup de messages dans cette pièce. Chaque scène, même comique, avance et présente un message très particulier. Comme je vous ai dit, il y a énormément de messages dans cette pièce. Il y a des messages qui sont très positifs, des messages qui sont très constructifs même, et il y a même des messages qui adressent des problèmes absolument aigus de la société moderne, de la société actuelle. Et en note finale, voici Corallino. Sous la direction artistique de Rita Zorbi, des voix enfantines entonnent les plus belles chansons. Ce sont des enfants âgés de 6 à 13 ans qui enchantent leurs auditoires à toute occasion. Le répertoire de Corallino est polyglotte, explore différents genres musicaux allant de la chanson enfantine et folklorique à la chanson religieuse et classique. Corallino est aussi impliqué dans des projets sociaux et humanitaires et son répertoire original comprend des chansons véhiculant des messages de paix, de générosité et de tolérance pour soutenir la cause des droits de l'enfant. Corallino, c'est une chorale d'enfants qui a vu le jour depuis Noël 2003. Corallino regroupe des enfants âgés entre 6 ans et 14 ans. La particularité de cette chorale réside dans le fait que le choix du répertoire est varié et comporte des chants en polyphonie. Les choristes, en dépit de leur jeune âge, peuvent chanter à 2, même à 3 voix. Le répertoire est varié et comporte des chants sacrés et profanes, issus d'époques, de styles et de genres et de langues différentes. Les choristes chantent en français, libanais, italien, anglais, allemand, espagnol et latin. De même, Corallino a déjà publié 4 albums pour enfants en libanais et le 5e album est en guise de préparation.
sur ce, nous terminons ce journal. Merci, bonsoir.